La justice angolaise a acquitté Rafael Marquez. Le journaliste était poursuivi pour avoir accusé un ancien magistrat de corruption. Accord entre gouvernement et rebelles sud-soudanais. Ils prévoient le retrait de leurs forces respectives des zones urbaines. Puis naufrage dans le sud de la Thaïlande, bilan plus de 37 morts et une vingtaine de personnes portées disparues. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Je l'ai annoncé en titre, en Angola, la justice a acquitté ce vendredi le célèbre journaliste et défenseur des droits humains Rafael Marquez. Ce dernier risquait une peine de prison ferme pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. On fait le point dans cet élément. Le célèbre journaliste angolais Rafael Marquez a été acquitté ce vendredi par la justice. Il risquait une peine de prison ferme pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. En effet, dans un article publié en 2016 sur son site d'information Marca Angola, Rafael Marquez avait mis en cause le procureur général de l'époque, João Maria de Souza, dans une transaction immobilière. Le parquet avait requis une peine de prison ferme pour outrage à une autorité souveraine et insulte à l'autorité publique. Várias repercussões do ponto de vista legal. Il y aura plusieurs répercussions légales et c'est un signal que nous devons continuer avec notre travail de lutte contre la corruption. Nous voulons un pays différent et nous continuerons à dénoncer tous ceux qui posent des actes pour blesser la patrie. Et les Angolais défavorisés surtout. Importante é ver os corruptos na cadeia e não libertar aqueles que estão a denunciar a corrupção. Dans son jugement, la magistrate a reconnu la validité de l'enquête publiée par Rafael Marquez. Ce qui a été mentionné est considéré dans le contexte qui montre la vertu et nous ne pouvons pas confirmer que ces expressions sont blasphématoires envers les offensés. Sur ce point, nous ne pouvons pas sembler ne pas pouvoir imposer des conséquences criminelles. Et les accusés, Rafael Marquez et Mariano Bras, ont donc exercé leur obligation d'informer en toute objectivité. Opposant de longue date du régime angolais, Rafael Marquez, 46 ans, est un habitué des prétoires où il a régulièrement été jugé pour ses articles. Il était jugé cette fois-ci avec un autre journaliste, Mariano Bras, qui avait reproduit l'article dans un hebdomadaire. Justice, toujours, la Cour suprême du Nigeria a levé ce vendredi de tout soupçon de corruption le président du Sénat. Cette décision met ainsi fin à ce qu'il avait toujours assuré être un coup politique monté contre sa personne. Les détails dans ce reportage. Ouf de soulagement pour le président du Sénat nigérien. Bukola Saraki était poursuivi depuis 3 années, accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine alors qu'il était gouverneur de l'État de Kwara. L'affaire remonte entre 2003 et 2011. En juin, la Cour avait jugé que les preuves apportées n'étaient pas suffisantes, mais l'Agence contre la corruption et les crimes financiers avait fait appel. Lors de l'audience de vendredi à la Cour suprême, les 5 juges ont, à l'unanimité, donné raison au président du Sénat. Cette décision judiciaire arrive au lendemain de la formation d'une division dissidente au sein de l'APC, le RAPC. Bien que Saraki n'ait pas officiellement rejoint le mouvement pour l'instant, il fait partie des voix les plus contestataires contre le président Buhari, qui a annoncé vouloir être candidat à sa propre succession en février 2019. En effet, Saraki a rejoint le parti du All Progressive Congress, APC, avant les dernières élections qui ont porté au pouvoir Muhammadu Buhari. Mais il s'est heurté très tôt au chef de parti qui ne voulait pas qu'il soit président du Sénat. Saraki, qui est pressenti pour rejoindre le mouvement dissident et se porter candidat à la présidentielle contre Buhari, a déclaré que son procès était politiquement motivé, inventé de toutes pièces.
Deux anciens bourgmestres rwandais ont vu ce vendredi leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel par la justice française, et ce pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo, dans l'est du Rwanda, en avril 1994. À l'issue de 2 mois d'un procès filmé pour l'histoire devant la cour d'assises de Paris, Octavien Ngezi, 60 ans, et Tito Baraira, 67 ans, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide, et ce pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Le verdict a été accueilli dans un pesant silence. Les deux anciens bourgmestres sont restés stoïques, fit entourés par leurs avocats. Ils ont 5 jours pour former un éventuel pourvoi en cassation. De cet appel, on espère de la justice française qu'elle soit indépendante, qu'elle reste indépendante dans ce sens, et qu'elle regarde réellement ce qu'a été mon père, ce qu'a fait mon père dans le cadre de la guerre et du génocide qu'il y a eu, et non pas le flou qu'on vient mettre tout autour de ces procès qui sont éminemment politiques. Donc, oui, en réalité, c'est un procès qui recommence à zéro, puisque ce sont de nouveaux jurés, de nouveaux magistrats. En fait, nous, on n'a qu'une attente, c'est que le verdict de première instance soit confirmé dans 2 mois, à la fin du procès. On ne comprendrait pas qu'on prononce un verdict différent. Pour rappel, l'accusation avait désigné les accusés comme des artisans de la mort, ayant pleine autorité dans leur village, des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. Mais les 2 hommes, qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994, ont nié jusqu'au bout toute participation aux tueries de Kabarondo, où le pire des massacres eut lieu le 13 avril à l'église. Ce journal se poursuit. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, jeune pays enfoncé dans une guerre civile depuis 2013, conviennent de retirer leurs forces des zones urbaines. Cette décision intervient dans le cadre d'un accord portant sur la sécurité signé à Khartoum par les 2 parties. Voici les détails. Toutes les parties ont convenu de retirer leurs forces militaires dans le cadre de l'accord de sécurité. Ainsi s'exprimait le chef des services de renseignement militaire soudanais, Jamal Omar, lors de la cérémonie de signature au ministère de la Défense à Khartoum, en présence du leader rebelle Riek Machar, de responsables sud-soudanais et de journalistes. Selon Jamal Omar, un comité va être mis en place pour superviser l'application de cet accord de sécurité. Avec la signature de cet accord, le temps est venu pour nous, au Soudan du Sud, de baisser les armes après 3 années amères depuis la signature du dernier accord de paix. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son grand rival Riek Machar ont convenu le 27 juin dernier d'un cessez-le-feu permanent, un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre. Cet accord a été scellé à l'issue d'un nouveau round de discussion à Khartoum, alors que l'ONU avait donné aux partis en conflit au Soudan du Sud jusqu'à fin juin pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions. Le Malawi a célébré le 54e anniversaire de son indépendance avec un appel à l'unité du président. C'était vendredi dernier. C'est avec un appel à l'unité du président Peter Mutharika que le Malawi a célébré ce vendredi le 54e anniversaire de son indépendance. Nous pouvons différer dans les partis politiques dont nous venons. Mais nous ne sommes pas différents du fait que nous sommes tous des Malawites. Ce pays nous appartient à tous. Et nous appartenons tous à ce pays. Et c'est le pays que nous avons. Nous n'aurions jamais un autre pays. Et je veux que nous soyons fiers de notre pays et que nous l'aimions. Soyons fiers de notre nation. Soyons donc fiers de nous-mêmes. Apprenons à penser positivement et à voir grand en tant que nation. Dans le cadre de ce 54e anniversaire, le conseil municipal de Lilongwe a organisé un service commémoratif
en l'honneur des 8 personnes décédées dans des bousculades au stade national de Bingu lors des célébrations de l'indépendance le 7 juillet 2017. Nous nous souvenons de nos enfants. Nous nous souvenons de nos collègues, de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans ce lieu même, Père Céleste. Nous nous souvenons d'eux aujourd'hui. Que le Seigneur ait pitié d'eux. Que tu sois avec eux, Père, et que leurs âmes reposent en paix éternelle. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a présenté ses condoléances et promis que son gouvernement fera tout ce qu'il peut pour aider les familles endeuillées. Pendant ce temps, au Zimbabwe, les habitants des zones rurales espèrent voir des élections libres et équitables lors du scrutin à venir. Le pays se rendra aux urnes le 30 juillet prochain pour la toute première fois depuis la démission forcée de Robert Mugabe. Nous voulons des élections libres et équitables parce que nous avons besoin de la création d'emplois dans notre pays, mais aussi de bonnes infrastructures. Le président Emerson a apporté la paix aux gens pour qu'ils puissent faire campagne librement sans que personne ne les dérange. Et la sécurité est suffisante. Il protège les gens quand ils font campagne. C'est important. Ce que nous voulons, nous avons besoin de notre monnaie d'abord, afin que le pays puisse croître. Et de l'industrie, pour que les jeunes puissent travailler dans l'industrie. Ils trouvent de l'emploi là-bas. Et après ça, nous qui sommes agriculteurs, nous avons besoin d'argent. Puis naufrage au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande. Les autorités ont annoncé vendredi avoir récupéré les corps d'au moins 37 personnes qui y ont perdu la vie. Près d'une vingtaine d'autres sont portés disparus. Le bateau en question transportait des touristes, dont de nombreux Chinois. Voici le point. Les corps de 37 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes, majoritairement chinois, au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande, ont été récupérés. En effet, le bateau de plongée a été pris dans une tempête jeudi avec des vagues de 5 mètres de haut. Les victimes rentraient d'une journée d'excursion au départ de Phuket. En plus de 28 corps premièrement récupérés, des plongeurs ont également vu plus de 10 corps flottants à l'intérieur de l'épave. Cette dernière se trouve, selon la marine thaïlandaise, à 40 mètres de profondeur. Le bateau transportait au total 105 passagers. Il avait ignoré un avis de tempête, alors qu'en cette saison de mousson, la mer d'Andaman est tumultueuse. Le bilan de ce naufrage en fait un des pires dans l'histoire récente de la Thaïlande. Le numéro 2 de la junte thaïlandaise, Prawit Wongsuwon, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les raisons pour lesquelles le bateau a pris la mer malgré l'avis de tempête émis depuis mercredi. La Thaïlande fait par ailleurs l'objet de l'attention des médias internationaux pour le sauvetage spectaculaire en cours de 12 enfants et de leur entraîneur de football piégés depuis 13 jours dans une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CICA TV. À très bientôt.